patriciens conservateurs, nationalistes, populistes, apôtres du rochdisme, dans la bataille engagée, ils se lèvent unis contre l'ombre qui nous hante pour une renaissance. Ils se sont donné rendez-vous. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Nouvelle inquisition, une nouvelle nation, une révolution viriliste avec l'inquisiteur Rochdy qui brûle des sorcières et la DPJ. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Les sorcières réformées ayant changé de camp rejoignent la lutte avec un nouveau chant. Contre leurs anciens maîtres, elles se révoltent pour leur rédemption, les futures générations. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Une union, un front commun contre les nécromanciens et leurs hordes de morts vivants. Sorcières, démons, succubes et golems de chair. L'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes morts vivants. Nous brisons leur pouvoir. L'alliance contre les nécromanciens avec Yann Rochdy. Dans le cadre de la révolution viriliste, l'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes morts vivants. Nous brisons leur pouvoir. L'alliance contre les nécromanciens avec Yann Rochdy. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 5 avril 2025, les opérations d'ingérence étrangère. Dernière partie de la recension de Stand on Guard, Reassessing Threats to Canada's National Security de Stephanie Carvin. Maintenir la garde, comment remettre en question les menaces à la sécurité nationale canadienne. Après l'étude des menaces à la sécurité nationale en lien avec le spectre de l'extrémisme violent, puis l'espionnage et la guerre économique, il est temps de se tourner vers les
opérations d'influence étrangère, la désinformation et l'atteinte à nos institutions démocratiques. Qu'est-ce que l'influence étrangère clandestine? Quel est le contexte historique et légal canadien sur ce type d'opération-là? On verra que ça sert à rien de penser à ça. Peu importe si quelqu'un essaye, pour eux autres, on est de l'influence étrangère. Donc, 4 études de cas sur ces opérations en sol canadien. Quels sont les outils du gouvernement face à ce genre d'opération? Pourquoi les chambres d'écho et la guerre hybride mettent en danger nos institutions démocratiques? Et est-ce que le rojdisme fait aussi partie de ce champ de bataille? On l'a vu que le rojdisme était donc sur le spectre de l'extrémisme violent. Le rojdisme pouvait même être interprété comme une menace de subversion. Et aujourd'hui, on va voir que le rojdisme est aussi bel et bien une opération d'ingérence étrangère parce que le christianisme est étranger à la civilisation canadienne, la civilisation québécoise, post il y a 60 ans. Il n'y a plus rien de chrétien et donc nous sommes étrangers, nous sommes exilés dans nos propres pays. Je vous rappelle que le contenu n'est pas gratis. À un certain moment, ça va couper. Vous allez devoir demain vous abonner à ma chaîne sur yanrojdi.com ou bedon sur mon infolette substack yanrojdi.substack.com ou bedon via YouTube. Dans la section souscription, vous allez avoir accès à tout le contenu réservé aux membres. Et donc, on a besoin d'un petit like. On a besoin de super chat. Je vous rappelle qu'on a un débat avec Jonathan Blanchette, alias Joe Lindigo, chef du Parti de l'Union nationale du Québec. Et donc, j'ai déjà préparé le débat. J'ai 3-4 pages de notes dans mon petit cahier de notes. Et je peux vous dire qu'on est sur des positions diamétralement opposées. Donc, on a vu dans le premier épisode que le rojdisme est une menace à la sécurité nationale à cause de sa présence sur le spectre de l'extrémisme violent. On a vu que cette étiquette nous place à côté des talibans, Al-Qaïda, Daesh. Tout simplement parce que nous pensons pas les bonnes affaires. Nous sommes des hérétiques et donc nous sommes des extrémistes violents. Puis à côté d'extrémistes violents, t'as talibans, Al-Qaïda, Daesh. Donc, ça veut dire que nous, là, avec les positions rojdiennes, on est pas aussi dangereux, mais presque aussi dangereux. Mais il n'y a pas d'échelle, mais on est presque comme eux autres. Vous comprenez? Ce qui fait du Canada un pays fichant ses opposants, fermant des comptes de banque et des comptes PayPal comme moi, et emprisonnant des personnes parce qu'on a dit « hold the line ». Donc, je ne sais pas si vous avez été au courant, il y a eu un jugement le 3 avril 2025. Il y a quelque chose comme 2 jours. Tamara Lynch et Chris Barber reconnus coupables d'avoir été donc des extrémistes violents qui ont comploté pour méfait en disant des trucs comme « hold the line », tenir la ligne. Donc ça, c'est le niveau. Donc le rojdisme est criminel. Le rojdisme, c'est des méfaits. Minimum. Au Canada, on chasse les hérétiques comme les terroristes, sauf qu'on a exagéré la menace terroriste et délaissé les menaces d'espionnage, de guerre économique, de subversion. Donc, l'épisode de la semaine dernière, on a vu qu'on avait confirmé ce délaissement des menaces de subversion, de guerre économique, d'espionnage, pour faire plaisir aux gens qui ont peur des terroristes et des hérétiques comme le rojdisme. Et on a vu que c'est le genre de choses qui ont donné le résultat de Nortel. Une faillite à Nortel, une faillite à Bombardier. Notre incapacité à défendre la souveraineté canadienne et ou québécoise. Donc aujourd'hui, on termine la lecture de ce livre de chasse aux hérétiques. Parce qu'évidemment, c'est pas un livre que j'ai eu du gros fun noir à lire, mais à commenter, ça, c'est du gros fun noir. Ça, c'est du gros fun noir. Donc, je vous encourage à écouter les podcasts si vous ne les avez pas déjà vus.
J'ai eu du gros fun noir à vous prouver avec les documents, les sources, les citations, les définitions qui n'existent pas. Pourquoi le rojdisme est triplement, pas juste une fois, pas juste 2 fois, 3 fois une menace à la sécurité nationale canadienne. Et pourtant, le rojdisme n'a toujours pas d'opposition sur la scène médiatique. Très étrange. Chapitre 6. L'influence étrangère clandestine. Donc, on a des rapports sur le Parti communiste chinois qui kidnappe des dissidents ouïghours sur les campus universitaires canadiens qui osent pas parler ou qui oseraient parler de souveraineté du peuple ouïghour face à l'empire du milieu et son empereur Xi Jinping et sa cour de mandarin du Parti communiste chinois. Ça commence avec ça. Donc, ça commence avec une bonne nouvelle. C'est des informations que j'ai déjà répétées sur ma chaîne. On parle par exemple de 2019. Ruquier Tourdouche à l'université McMaster, Hamilton, Ontario. Organisation sur WeChat d'un kidnapping avec des liens avec le consulat, l'ambassade chinoise au Canada. Deuxième exemple, Kémy Lamo, Tibétain canadien, élu président de l'association étudiante où il était comme étudiant et il a été ciblé par une campagne d'intimidation et cyber-intimidation organisée aussi en ligne parce que c'est comme un jeu MMORPG. On envoie des missions avec de l'XP et du cash. Donc, on a de l'historique plus ancienne que ça. Union soviétique, Inde, les tigres tamils, Tamil Tiger, Daesh et la Chine avant ça. On a eu aussi, pour terminer cette introduction au chapitre 6, l'influence étrangère clandestine durant les élections 2016 aux États-Unis. En passant, dans le livre de Stephanie Carvin, les élections 2016 et donc cette victoire de Donald Trump, elle est mentionnée au moins 5 ou 6 fois. Et donc on voit à quel point pour l'État profond, qu'il soit canadien ou américain, ils ont vécu ça comme étant donc antidémocratique, tyrannique, ingérence étrangère, manipulation, criminalité, désinformation. C'est comme ça qu'on voit l'opposition à leur système. Dès qu'on est idéologiquement en opposition avec ce système-là, donc on veut le réformer, qu'on veut enlever des choses, qu'on veut effacer des affaires, comme par exemple brûler la DPJ puis le tribunal de la famille, comme par exemple mettre fin à cette histoire d'agence du revenu intérieur, l'IRS américain. Quand on fait ça, on est une menace à la sécurité nationale. Donc, on parle d'influence étrangère clandestine. Ça implique quoi? Ça implique des actions d'acteurs, donc, étatiques ou non étatiques, qui agissent sur la sphère de l'information. C'est la guerre 5e génération, dit d'une autre manière. Qu'est-ce que l'influence étrangère clandestine? Ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Toutes les ambassades, les commissions internationales et les consulats font de l'influence étrangère. L'influence, mais influencer les autres à avoir une vue plus favorable de leurs intérêts. Ça, c'est bon. Ça peut inclure la promotion du commerce, la culture, le tourisme et la coopération jointe sur des initiatives environnementales, blablabla, et des accords internationaux. Ça, c'est bon. Ça, c'est ce qui est bon. En même temps, les discussions sur les croyances et les opinions en relation à une activité liée à une menace est très difficile. Donc, si on parle d'une menace à la sécurité nationale, puis là, on injecte des croyances et des opinions, là, ça devient plus compliqué quand on fait de la diplomatie étrangère. Il est important de confirmer, il est crucial de cadrer la discussion autour du fait que pour les Canadiens, les autres Canadiens ont le droit à la liberté d'expression et à la liberté de la croyance.
Là, on rentre déjà en contradiction fondamentale avec le Parti communiste chinois, avec les Indiens, avec les Sikhs, avec les autres races. Les musulmans, c'est pareil. Ils ont toutes leurs propres lois quand ils viennent en communauté s'implanter au Canada. Mais en tout cas, ça, c'est la vision de l'État canadien vue par une gauchiste. Les citoyens et les résidents canadiens peuvent supporter les droits des autres pays et prendre même leur côté dans une dispute. Ça, c'est encore une fois elle qui écrit ça, le mot pour mot. Ça veut dire si on a un conflit racial, on a une guerre en Ukraine contre Russie, il semblerait qu'on aurait le droit de prendre part à un côté. The fact that people believe that sanctions on Russia cause more harm than good does not make them agents of the FSB. C'est elle-même qui dit, une gauchiste, elle l'a dit elle-même. On a le droit de dire, les sanctions contre la Russie, c'est pas une bonne idée. Ça pourrait avoir l'effet inverse, ça pourrait ne pas fonctionner, ça pourrait être dangereux, ça pourrait renforcer la Russie. Donc le vrai danger, quand cette influence est clandestine. C'est surtout ça qui est visé dans ce chapitre-là. Quand c'est clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire clandestin? Clandestin, c'est secret. Donc une campagne d'influence secrète avec des acteurs dont on ne connaît pas le visage. Vous connaissez le visage derrière le Roche 10. Et on ne voit pas les gens qui supportent cette campagne d'influence-là. Ceux qui payent. Donc le but ultime de ces campagnes d'influence clandestine étrangère, c'est savoir est-ce qu'ils sont une menace aux institutions démocratiques canadiennes. Influence étrangère. Au niveau des politiques et cadres légaux canadiens. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Encore et toujours un problème de définition. Il n'y a pas de définition dans les lois canadiennes. Encore une fois, c'est un autre exemple de faillite intellectuelle des leaders canadiens et québécois. On va aller dans la définition section 2B de la loi sur le SCRS, CSIS Act. On permet au SCRS d'enquêter sur l'influence étrangère, des activités d'influence étrangère à l'intérieur du Canada ou relatant au Canada qui vont à l'encontre des intérêts du Canada, qui sont clandestines ou déceptives. Déceptives, ça serait plutôt manipulatoire ou impliquant une menace à une personne. Une menace sécurité, une menace de danger, de blessure, intimidation, menace de mort, meurtre. Donc, document 2009 interne du SCRS. Autre définition de influence étrangère clandestine. Des activités qui vont à l'encontre des intérêts du Canada et qui sont dirigées, contrôlées, financées ou autrement affectés de manière significative par un État étranger ou organisation étrangère ou leurs agents ou quelqu'un travaillant pour ces entités-là. C'est une définition très large. 2019, rapport annuel de cette nouvelle affaire qu'on appelle le NCCOP. C'est à peu près la seule bonne affaire des 10 dernières années du gouvernement canadien au niveau du renseignement. C'est quoi? Faut qu'on prenne 2 secondes pour reparler de ce NCCOP-là. Ce qui se passe, c'est qu'au Canada, on n'a pas de séparation des pouvoirs. Donc, comme le DOJ le dit, il faut kicker le cul hors dehors du Parlement et de l'Assemblée nationale. Les ministres sont élus par le Parlement et l'Assemblée nationale, mais ne devraient pas siéger. Et là, ce qui se passe, c'est donc qu'on devrait avoir ça. Deuxième chose, on doit avoir les pouvoirs législatifs qui vérifient ce qui se passe au niveau de l'exécutif et au niveau du judiciaire. Comment on fait ça? Avec des comités, des commissions. Donc, ce que ça prend des comités parlementaires au niveau du renseignement, au niveau de l'efficacité bureaucratique, au niveau des relations avec les cartels syndicales, des affaires de même. La corruption, la lutte anticorruption. C'est pour ça que j'ai mis mon petit chapeau d'incorruptible.
Parce qu'il faut qu'on enquête sur la corruption. Et en fait, le fait que je dise ça fait du rojdisme une menace à la sécurité nationale parce que je remets en question les institutions démocratiques canadiennes et québécoises. Donc c'est ça, ce comité de parlementaires sur le renseignement et la sécurité nationale, NSICA, National Security Intelligence Committee of Parliamentarians. C'est donc des députés. On veut des députés de tous les partis, en général. Et donc, ces députés-là obtiennent leur code de sécurité et peuvent faire la revue, la réédition de comptes et la diffusion d'informations en lien avec la sécurité nationale pour le public. C'est à peu près la seule bonne affaire que ce comité-là fait. Et qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Le terme est devenu de plus en plus commun au Canada et parmi ses alliés pour mieux distinguer qu'est-ce qui est acceptable au niveau des pratiques diplomatiques et qu'est-ce qui est illégal, voire hostile comme pratique. Donc, encore une fois, c'est des émotions, c'est du feeling. Est-ce que le diplomate devant toi est de mauvaise foi? Est-ce qu'il a des pratiques hostiles et illégales? Évidemment que oui, c'est tous des fucking espions. Est-ce que les analystes du renseignement canadien sont capables de lire dans la tête des gens? C'est une question que je pose au chat. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'influence étrangère a une définition identique à l'interférence dans la loi sur le SRS. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, on a changé de champ lexical. Pendant la guerre froide, on appelait ça de l'interférence diplomatique, de l'espionnage, et là, on appelle ça maintenant de la désinformation et donc de l'influence étrangère. C'est tout. On vient de percer le mystère. On peut ranger notre loupe. On a des préoccupations légales émergentes. Des challenges, des défis pour les agences du renforcement de la loi, les policiers. On n'a pas de mécanisme pour faire face à cette influence étrangère-là, clandestine. La seule chose qu'on a, c'est expulsion de diplomates et d'espions et d'opérateurs. Revenons maintenant à la loi sur le SRS, le CSIS Act. On a donc besoin de 4 composantes légales pour étiqueter une opération d'influence étrangère clandestine. Ça doit être dirigé par une entité étrangère. Donc, ça doit être une milice, un groupe de mercenaires, une corporation, une guilde, un syndicat, une mafia, un État étranger. 2. Ça doit donc être une opération en sol canadien ou visant des intérêts relatés aux intérêts canadiens. 3e chose, ça doit affecter négativement ces intérêts canadiens-là. Donc, c'est en lien avec le Canada, négatif pour les intérêts du Canada, dirigé par les étrangers et clandestin ou déceptive, donc manipulatoire, ou ça a un lien avec une menace à une personne. Menace déceptive clandestine. Exemple 1. Acheter. On est, mettons, Xi Jinping, l'empereur du milieu. On a notre cour de mandarin, le Parti communiste chinois. On a l'aristocratie rouge. Ça, c'est les enfants de la gang qui ont gouverné avec Mao, qui dirigent le pays comme une nouvelle aristocratie communiste. Et là, ces gens-là décident d'acheter un journal chinois au Canada, puis ils veulent que ça diffuse de la propagande pro-Parti communiste chinois. Ils ont le droit. On est dans un système libéral. Ils ont le droit. Par contre, quand tu t'appelles Xi Jinping puis le Parti communiste chinois, puis que tu achètes tous les journaux qui écrivent en chinois, en Amérique du Nord, incluant
ce qui était indépendant, que tu fais peur aux journalistes dissidents, puis que tu fournis même les infolettres des médias mainstream, New York Times, Washington Post, CBC, Radio-Canada, quand tout l'écosystème en mandarin et dans les autres langues majeures est financé par le Parti communiste chinois, là, il se passe peut-être un petit peu d'influence étrangère clandestine. Parce que je sais pas, est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous étiez au courant? On va en parler tantôt. Parce que là, c'est un des cas d'études. Autre exemple, on s'appelle Xi Jinping et... non, on s'appelle Benjamin Netanyahu. Et on envoie des voyages tout payés, gratis, tout frais payés à des fonctionnaires, des politiciens, des lobbyistes, des académiques. On les fait venir en Israël. Et là, ils sont obligés à chaque jour de faire des tweets. De dire « Ah, c'est tellement beau Israël, on a fait telle affaire, telle belle affaire. » tous les jours. Donc, revenons maintenant dans le temps. Influence étrangère, clandestine, début du 20e siècle. On a notre notre loupe de Sherlock Holmes. Les Canadiens, premièrement, le Canada existe comme bunker pour empêcher les États-Unis de devenir une menace aux Européens, surtout aux Britanniques. Ça, c'est à l'époque du 18e, 19e siècle. Donc, ça a toujours été un blocus. C'est un blocus pour empêcher les États-Unis de se développer au niveau du Midwest. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Ce qui veut dire que les Canadiens avaient comme premier ennemi les États-Unis. On a déjà brûlé leur Maison-Blanche. Ils ont déjà brûlé notre Parlement. Et donc, on avait peur de l'influence étrangère américaine au début du 20e siècle. On a eu la Commission Massey. La Commission royale sur le développement national des arts, des lettres et des sciences, qui ont fait un rapport en juin 1951, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a mené le gouvernement à supporter la culture canadienne et les institutions éducatives afin de promouvoir une culture distincte et une identité distincte. Et donc, la raison pourquoi nous avons un cartel au niveau éducatif, médias, culture, vient directement de cette peur impériale contre une ingérence étrangère d'un autre empire. Donc, l'élite canadienne, les Franco, les Québécois, les Anglo-Québécois, l'élite laurentienne, Bay Street à Toronto, ces gens-là se sont dit, pour garder notre fief, on va financer, on va donner des subventions, on va utiliser la dette des futures générations et l'inflation pour se gréer de nos propres institutions éducatives, notre propre culture, nos propres médias. Et donc, on va se construire des cartels. Donc, l'UDA de Québec et ce cercle de sorcières de mai 68 ont été 100% financés par l'État canadien et québécois avec votre argent pour être certain que ces gens-là gardent leur fief contre les méchants Américains. C'est la logique. Deuxième influence historique au 20e siècle, les Soviétiques, avec leur 3D. Je pense qu'il y en avait 4. J'ai oublié d'en prendre un. En tout cas, il y a Deceive, Distort, Disrupt, Deny. C'est le 4e, Deny. Donc, le but, c'est donc de faire des mesures actives sur la population via le KGB, le département A, qui faisait des fabrications de faux, faisait des opérations d'influence étrangère pour semer
la discorde dans la population et faire baisser la confiance envers les institutions. Ils avaient des outils, la désinformation, les opérations d'influence politique et coordonner des opérations avec les Soviet Front Group. Donc, tout ce qui est organisation non gouvernementale gauchiste était communiste, était proche du Politburo. Et donc, tout ça est évidemment lié aussi aux partis politiques communistes de tous les pays. Donc, 6 thèmes majeurs durant la guerre froide au niveau de ces opérations d'influence étrangère soviétique politique. Persuadé que les États-Unis sont une cause majeure de conflits à l'international, de crise à l'international. Ce qui semble un peu vrai. On a vu les dossiers de JFK. Est-ce que les dossiers de JFK sont une opération d'influence étrangère clandestine russe? Ben oui, parce que Trump est un agent russe. On se rappelle, hein, grâce au dossier Steele. Démonstration, deuxièmement. Démonstration que les Américains sont agressifs, militaristes et impérialistes. Ben moi, je le reconnais. Hein? On a dit, c'est le thème depuis le 21 janvier 2025. C'est la nouvelle chanson de la Révolution viriliste. Le nouvel empire s'est levé. Les crypto-beaux, libertariens, néoconservateurs et complotistes ont fait front commun pour cette nouvelle marche impériale. Donc, troisièmement, isoler les États-Unis de ses alliés, surtout au niveau de l'OTAN. Discréditer des États qui coopèrent avec les États-Unis. Ben, semblerait que Donald Trump, l'agent russe, ait lui-même fait un schisme au sein même de l'OTAN. On a vu que les États européens veulent la guerre et Donald Trump veut la paix en Ukraine. Quatrièmement, discréditer les agences de renseignement et les armées autour de l'OTAN. Encore une fois, Trump fait ça à merveille. Discréditer les politiques américaines dans le tiers-monde, le monde en développement. Je pense que Donald Trump a aussi critiqué ce qui s'est passé avant que lui arrive comme président. Parce qu'il vient comme de lancer des tarifs partout sur la planète. Le jour de libération. C'est comme ça qu'il a appelé ça littéralement. Et en passant, c'est le thème de lundi. Sixièmement, confondre l'opinion publique sur les ambitions impériales des Soviétiques. Et là, encore une fois, faut pas se cacher. Dans la real politique, sur le plancher des vaches, c'est évident que les empires ont des revendications impériales. Puis un empire, donc, ça utilise sa puissance pour projeter son influence et construire un empire de plus en plus gros. À peu près tous les empires sont en croissance. C'est le jeu. Le jeu de l'empire, c'est agglomérer des États, des nations, des cultures, des peuples pour essayer de créer quelque chose d'encore plus gros et plus dangereux. Donc, très étrange que à peu près tous les thèmes appliqués dans les opérations d'influence étrangère soviétiques soient d'actualité. En fait, même remplis par l'empereur Donald Trump. Très étrange. Donc, partager de la désinformation, si on faisait ça pour les Soviétiques, afin de faire croire aux gens que les capacités militaires des Soviétiques étaient moins bonnes qu'ils étaient, et plus tard, meilleures qu'elles étaient. Ils ont fait ça, ils ont modifié les deux souvent. Ensuite de ça, diffuser la révolution bolchevique, camoufler des opérations clandestines terroristes et du sabotage. Ensuite, la désinformation pour faire croire au succès de l'industrialisation soviétique parce qu'elle n'avait pas été un succès. J'ai même fait une recension en une ou deux parties d'un livre qui traitait de ça. Pourquoi... ah non, je pense que j'avais fait en une fois, mais ça avait pris 4 heures. C'est un esti de gros podcast. Donc, j'avais fait la recension d'un livre qui parlait c'est quoi le communisme au niveau logistique et économie pour de vrai et pourquoi l'Union soviétique s'était effondrée au niveau économique. Mais revenons à nos moutons, aux opérations d'influence étrangère clandestine. 3 types d'activités au Canada. Propagande, organisation non gouvernementale qu'on appelle des front groups, des groupes qui camouflent des opérations, et lien aux partis politiques. C'est les 3 types d'opérations qui sont les plus ciblées par les agences de renseignement canadiennes. Donc, premièrement, les front groups. Par exemple,
on a donc tout ce qui est autour de l'écosystème politique communiste. Hein? Le Communist Information Bureau, Comintern, qui coordonne comme le Parti communiste chinois avec le United Front Work Department. Donc, à chaque fois qu'on a un empire idéologique, on va avoir une entité autour de l'idéologie qui va donc avoir ses mandarins et ils vont envoyer leurs mandarins pour coordonner leur chapitre de diffusion idéologique partout sur la planète. Donc, les Soviétiques avaient ça. Ça s'appelle le World Peace Council, le Canadian Peace Congress, les sociétés fraternelles et qui faisaient des opérations avec des artistes soviétiques, comme par exemple le Canadian Soviet Friendship Society, CSFS. Donc, c'était une manière de faire des contacts au niveau politique quand on était un soviétique. Deuxième manière, propagande. Les soviets ont mis beaucoup d'efforts considérables pour lier la CIA à l'assassinat de JFK et de Martin Luther King Jr. Stephanie Carvin a écrit ça dans son livre. Donc, il semblerait que selon Stephanie Carvin, c'est une théorie du complot de dire que la CIA est impliquée dans l'assassinat de JFK, même si on a eu des documents récemment qui ont prouvé le contraire. Donc, ce livre a mal vieilli à ce niveau-là. Autre théorie du complot de propagande soviétique. Les États-Unis auraient créé le sida et les États-Unis ont pratiqué la guerre biologique en Corée. Et là, on a vu encore une fois dans les documents de JFK qu'au moins au niveau de Corée, on a prouvé que les États-Unis ont bel et bien pratiqué la guerre biologique. Donc, ça va pas bien. 2 en 3 débunkés au niveau de ces complots de Stephanie Carvin. Ben, pas débunkés. Débunkés. Je suis pas mal certain que rendu ici en 2025, on peut remettre en question la théorie du complot. On peut dire que c'est possible, très possible que les États-Unis aient créé le sida. En tout cas, c'est à suivre. Ça s'appelle Operation Infection. Donc, les méchants Russes ont envoyé des articles de médias dans 30 pays avec des citations pis toutes provenant d'un journal obscur indien et évidemment avec des faux documents, selon Stephanie Carvin, pour démontrer que les Américains avaient des programmes d'armes biologiques et malheureusement, on n'en a pas parlé pendant 60 ans. On a eu des télégrammes diplomatiques aussi qui étaient partagés, des Military Field Manuals, des pamphlets et des documents de bureaucratie. Et malheureusement, tant que c'est pas Donald Trump qui avait rendu ça plus public de manière officielle, comme il y a un mois, c'était toutes des affaires de complot. Ces affaires-là. Très triste. Selon Stephanie Carvin. 1940, des Canadiens reçoivent des lettres de correspondance qui viennent de Chine, de Russie. Ils posent des questions. Ils veulent des relations pen pal qu'on appelle. Ils veulent faire des correspondances. Ils veulent être ton ami. Sauf que plus que tu développes un lien d'amitié avec les lettres que tu reçois par la poste, ils commencent à te poser des questions. Ils veulent des documents confidentiels, des cartes. Ils veulent que tu ailles avec une caméra ou un appareil photo prendre des photos d'une base militaire canadienne. Ils veulent des bottins téléphoniques, des directoires pour avoir des liens avec des personnes. Ça, c'est un petit peu une autre affaire. Quand tu commences à faire des choses comme ça, tu peux être ce qu'on appelle un espion selon la loi canadienne. Donc, troisième manière de faire des opérations d'influence étrangère clandestine, les liens avec les partis politiques, comme par exemple le Parti communiste chinois ou le Parti communiste soviétique. Depuis 1921,
On a aussi les tigres tamils du Sri Lanka. Étude de cas des tigres tamils, c'est là qu'on est rendu dans le livre. On a donc l'historique complète de ce qu'ils ont fait. Contrôle, subversion de communautés et d'institutions du Sri Lanka, des organismes caritatifs, des charités, des organisations non gouvernementales, des groupes communautaires qui défendaient les intérêts des gens du Sri Lanka au Canada. Et donc là, c'est ça. Les tigres tamils ont infiltré un à un toutes ces organisations-là. Et ensuite de ça, ils ont créé un régime de terreur, menaces de violence, mise sous silence de la dissension, monitorage de la diaspora, surveillance et influence politique. On a des traits communs à cette propagande pour renforcer le règne de terreur des tigres tamils. Et vous allez reconnaître la même chose que tout ce qui est discours anti-islamophobie, anti-racisme, antisémitisme, anti-antisémitisme. Oui, j'ai pas fait une erreur. Donc, les tigres tamils sont des victimes d'un gouvernement dominé par les Sinhalese. Ça, c'est les gens qui étaient au pouvoir, les Sinhalese. Ensuite de ça, les tigres tamils font face à de la discrimination et de l'oppression militaire. Et troisième chose, la coexistence pacifique entre les tigres tamils et les Sinhalese pour un État unique est impossible. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on voit à Gaza. Ce qui me fait porter à croire qu'en fait, à tous les moments où il y a une guerre entre deux ethnies, deux races, deux populations, deux génétiques, deux civilisations différentes, ça devient de facto un génocide et donc ça devient stupide de chier contre un génocide. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est je suis une victime, l'entité gouvernementale nous domine, nous oppresse militairement, fait de la discrimination systémique, la coexistence entre les deux peuples est impossible dans un État unique et donc on va se trucider jusqu'au dernier. On avait donc, pour chapeauter ces entités infiltrées par les tigres tamils, deux grosses entités. Le World Tamil Movement, donc le mouvement mondial tamil, et le LTTE, les Tigres de libération tamil d'Elam. Donc ça, c'est la milice officielle qui avait été créée, fondée pendant la guerre civile du Sri Lanka. Et donc, ils ont envoyé des entités partout sur la planète pour siphonner de l'argent, continuer leur guerre civile. Ils ont été défaits militairement, pas il y a 40 ans, mais en 2009. Donc, ça peut durer longtemps, ces histoires d'entités comme les tigres tamils. Deuxième étude de cas, les Moudjahidines Khalq, les Moudjahidines du peuple d'Iran, appelés par les médias le MEK, M-E-K. C'est qui ça? C'est un ancien groupe terroriste de gauche qui est aujourd'hui souvent décrit comme islamiste et marxiste et féministe. Un genre de culte islamo-gauchiste féministe centré autour de ses chefs. C'est qui les chefs du MEK, des Moudjahidines Khalq? Ça s'appelle la famille Rajavi. Donc la famille Rajavi, probablement une des élites iraniennes, plus séculaires, qui ont participé à la révolution iranienne de 1979 contre le Shah d'Iran. Et ils ont, après cette révolution iranienne-là, commencé à supporter Saddam Hussein. Donc leur but, évidemment, c'était de comment on va dire ça? De séculariser l'État iranien. C'est ça le but de la famille Rajavi et des Moudjahidines Khalq, qu'on appelle MEK. Puis, à partir des années 80, fin 70-80, on a un conflit interne en Iran. Donc, l'élite
autour des gardiens de la Révolution et de l'ayatollah Khomeini vont commencer une guerre civile interne contre la famille Rajavi. On va avoir des attentats terroristes sur la planète contre les ambassades iraniennes de la Révolution islamique. Comme par exemple en 1992 à Ottawa. Donc encore une fois, il y a des raisons pourquoi on parle de ces affaires-là. Ça a des impacts ici. C'est ça le plus important. Et donc, on a eu des Iraniens depuis les années 80 qui ont levé de l'argent au Canada pour tuer des gens autour de ce régime islamique-là. Troisième étude de cas, les Indiens contre les Sikhs, les séparatistes Sikhs. C'est la première préoccupation des Indiens depuis les années 80. Ça fait 45 ans minimum que les Indiens, à chaque fois qu'ils rentrent en public, en relation diplomatique avec des Canadiens, ils disent « S'il vous plaît, monitorez vos radicaux sikhs. » Comme par exemple ceux autour de Pierre Poilievre. Il faut les monitorer. C'est des fucking radicaux dangereux qui supportent des mouvements sikhs violents à l'étranger, facilités, financés ou supportés au niveau des attaques à l'intérieur du territoire canadien. Donc, il y a des gens, des groupes, des communautés, des entités qui supportent, financent, facilitent des mouvements sikhs violents à partir du Canada. Et donc, les services secrets indiens, puisque le Canada ne fait rien depuis 45 ans, les services secrets indiens ont mis dans leur haut de la liste l'infiltration du Canada pour faire le monitoring que les agences de renseignement canadiennes ne font pas. Donc, ça se peut que vous voyez une fois de temps en temps des Indiens qui sont arrêtés après des meurtres de Sikhs. Ça fait partie de leur guerre ethno-raciale. C'est normal au Canada en 2025. Et en passant, je dis pas de la bullshit. Faites la recherche. J'en ai déjà parlé. Ça a été confirmé donc dans un rapport du comité de parlementaires sur le renseignement et la sécurité nationale après le voyage raté de Justin Trudeau en Inde en 2018 où il avait amené littéralement un terroriste condamné sikh dans un voyage diplomatique avec des hindous. 100%. Oui, mais Yann, les Sikhs veulent un pays comme le Parti québécois. Donc, évidemment, les souverainistes qui ont du fun à me regarder, ils adorent me dire des affaires de même. Ouais, mais les Sikhs, hein, sont hot. C'est des souverainistes. OK. Il y a des limites légales canadiennes à ce que tu fais pour aider la souveraineté. Si tu finances si tu aides à radicaliser des ethnies contre d'autres ethnies, si tu facilites des trucs terroristes, si tu finances des trucs terroristes, si tu aides des gens à voyager à des fins terroristes, si tu planifies des trucs terroristes, donc ce qu'on appelle des actions directes, utiliser la violence pour remplir un but politique, un objectif. Donc, si tu impliques une menace à une personne, aux intérêts du Canada ou une menace à un corps, ça va à l'encontre de la loi canadienne. Tu devrais, en tant que souverainiste, vouloir que la loi canadienne québécoise soit appliquée. Sinon, tu n'as pas de souveraineté. C'est juste un des 5 pouvoirs régaliens. Le législatif judiciaire. Faire des lois puis appliquer les lois. C'est juste un des pouvoirs régaliens. En tout cas, moi, si j'étais baron, je ferais appliquer la loi comme Ned Stark. 4e étude de cas, le Parti communiste chinois
de Mao à Xi Jinping en passant par Deng Xiaoping. Donc, ça fait 3 empereurs qui pratiquent l'influence étrangère clandestine en sol canadien. Ils appliquent le même processus qu'on appelle le United Front Work Department, un syndicat national chinois, du Parti communiste chinois, qui contrôle totalement de A à Z la diaspora chinoise partout sur la planète. C'est l'arme magique du régime de l'empereur du milieu, Xi Jinping. C'est un système qui permet l'esprit de ruche des Chinois. Et donc, les Chinois sont plus petits. Mais quand ils sont une meute, ils sont capables de te surprendre. Donc, ils ont des fronts, des organisations non gouvernementales qui les aident à coordonner ça. Ils contrôlent les médias, les narratifs, les messages dans les médias. À travers quoi? Je vous l'avais dit que ça s'en venait. Ça s'en venait. Donc, ça s'appelle Voice of China. Voice of China, c'est donc l'équivalent de Voice of America. Donc, c'est quoi? C'est un genre d'agence publique qui a pour but de faire de la propagande pro-Parti communiste chinois sur toute la planète. Les Américains, ils ont la même chose. Si t'es un empire, tu fais ça. C'est important. Tu veux que le reste de la planète sache c'est quoi la vision de ton empire. Très important. Donc, cette entité-là, c'est des mandarins, des fonctionnaires du gouvernement du Parti communiste chinois qui financent des infolettres. Donc, le média s'appelle People's Daily. People's Daily. Envoie l'argent pour les journalistes de China Press et China Daily. Ce sont donc les infolettres officielles du Parti communiste chinois. Et ces affaires-là, People's Daily, China Press, China Daily, ce sont les infolettres dans les médias comme Washington Post, New York Times, CBC, Radio-Canada. Donc, ce que vous voyez comme nouvelles chinoises, c'est les nouvelles littéralement du Parti communiste chinois. Littéralement, dans ta face. Évidemment, ces entités-là vont aussi faire des menaces contre les journalistes citoyens anti-Parti communiste chinois. Ils vont faire des campagnes de harcèlement. Donc, ils ne vont pas juste faire du journalisme, ils font aussi des opérations d'influence. Ils vont faire du monitorage de diaspora via quoi? Les instituts Confucius. Ça, c'est très important. On a commencé à sévir au Canada contre les instituts Confucius. Donc, on a une étude de cas qui parle de l'Université Concordia ici, au niveau de 2 problèmes visés par le Parti communiste chinois, les Tibétains et les Ouïghours. Donc, ça, c'est 2 problèmes de souverainisme à l'intérieur de l'Empire chinois. Donc, entre 2015 et 2018, selon Human Rights Watch, au-dessus de 100 académiques en Australie, au Canada, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont été ciblés par une campagne de harcèlement autour d'un institut Confucius. Autre dossier, Université McMaster. Un employé de l'Institut Confucius a été forcé de cacher son adhésion à la religion impériale chinoise qu'on appelle Falun Gong, qui est un autre problème épineux du Parti communiste chinois. Au niveau de l'influence politique, c'est le 3e avenue d'influence étrangère clandestine. On a un speech en 2010, le chef du SRS, Richard Fadden. J'en ai parlé au premier épisode du podcast. Donc, Richard Fadden, en 2010, il parle d'ingérence chinoise et d'autres pays. Et là, ça arrive des médias. Les médias sont au courant, les politiciens deviennent au courant. Et là, les sénateurs le font venir à un comité spécial pour le forcer à témoigner. Et là, il se fait blâmer, littéralement, pour avoir dit quelque chose de vrai. Littéralement. 2010, il dit qu'il y a de l'ingérence étrangère clandestine chinoise. Mais il n'avait pas le droit de le dire. Il l'a dit pareil et il a été blâmé. En 2019, le comité de parlementaires en lien avec le renseignement et la sécurité nationale, le NCICA,
reconnaît officiellement dans un rapport la validité des faits énoncés par Richard Fadden. Alors, ça fait 2 fois que je le dis, mais j'avais pas dit au début du livre. Qu'est-ce que Richard Fadden a dit mot pour mot? Très important. Vous allez le savoir seulement si vous avez payé pour le podcast 5$ par mois à partir de demain. Aujourd'hui, évidemment, vu que vous l'écoutez en direct, vous allez avoir accès. Pour voir le podcast au complet, yanrojdi.com, 5$. C'est un café par mois. Ou ben donc, l'infolette Substack yanrojdi.substack.com, vous allez dans la section podcast. Ou ben donc, sur YouTube, dans la section abonnement, 5$ par mois. C'est rien. 5$ par mois, là, juste pour avoir la qualité de podcast que je vous fais. Vous avez toutes les sources. C'est des conférences à chaque fois là, que je vous fais. Je vous en fais minimum 1 par semaine depuis 5 ans. C'est ma 6e année qu'on est en train de faire. Là. Depuis 5 ans. Et j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai levé... j'ai tout acheté la taverne mobile, mais là, il faut que je paye les prêts. Il faut que je lève des fonds pour payer le Starlink durant l'été, le voyagement. Si je m'en vais loin, mettons en Gaspésie, ça me prend une place pour... faut que je me paye une chambre d'hôtel. Donc, il faut que je paye le trésor de guerre. On n'a pas eu beaucoup de dons. J'ai aussi mon débat avec j'entends Joe Lindigo qui pourrait être important à faire. J'ai beaucoup préparé ça. J'ai hâte d'y aller mardi le 8 en après-midi. Et j'espère que vous allez préparer des super chats pour être certain que André veuille me réinviter plus souvent. Parce que une des raisons pourquoi j'y allais plus à chaque semaine, c'est parce que je n'ai pas le budget. Donc, c'est Marvin. Bonne fin de journée. Mettez un petit like, envoyez des dons, j'ai besoin de vous. Bonne journée. Des élèves du secondaire plus intolérants face à l'homosexualité que les générations qui les ont précédés. C'est du jamais vu. Le Gris Montréal a analysé près de 36 000 questionnaires soumis à des jeunes du secondaire de Montréal, Québec, Mauricie, Centre du Québec, Estrie et Chaudière-Appalaches. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, 33,8 % des jeunes se disaient mal ou très mal à l'aise à l'idée d'avoir une meilleure amie lesbienne, contre 15,2 % en 2017-2018. 40,4 % des élèves ont déclaré qu'ils seraient mal ou très mal à l'aise d'apprendre que leur meilleur ami est gay, contre 24,7 % 7 ans plus tôt. Un atelier subventionné des artistes, sorcières, démons, succubes et nécromanciens invoquent un sortilège pour plonger le Québec dans une transe intergénérationnelle vers une nouvelle grande noirceur. Inocratie, inflation, incompétence et corruption, chômage et esclavage, sacrifice et pédocriminalité. Une tour de Babel, des cartels organisés, des centrales syndicales, une caisse de dépôt, des tribunaux, une bureaucratie sans faille, se gavant toujours plus. Gynocratie, inflation, incompétence et corruption, chômage et esclavage, sacrifice et pédocriminalité. Le refus global, c'est notre crucifixion.
Criminalisation, censure, débancarisation, judiciarisation, terrorisme intellectuel. 3 générations sous le joug d'un lavage de cerveau. Éducation, santé, transport, tout est public. Asservis, sous-éduqués, abandonnés, démoralisés, abonnés aux mamelles de l'État. C'est le moment de lancer un nouveau refus global. Le moment de leur dire Non. Mettre son pied à terre, refuser la servitude, les taxes et les impôts, refuser le leadership des princesses Disney, grosse torche, alphabet, people et bonnes femmes brûlées, ce clergé bureaucratique qui gouverne avec des décrets et des normes. Refuser la censure, la police de la langue, les sacrifices, l'esclavage, le trafic sexuel, c'est le nouveau refus global. Les sorcières, succubes, démons et nécromanciens, affronter la horde de morts vivants, guérir les malades, ressusciter les morts, réparer les femmes, c'est le nouveau refus global.